Deux nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté aujourd'hui leur lettre de créance au président de la République. Ces ambassadeurs qui ont pris officiellement fonction ce vendredi viennent du Royaume-Uni et de la Turquie. L'invité du CICG, Centre d'information et de la communication gouvernementale, était la ministre chargée de l'économie et des finances. L'on note un succès éclatant pour la Côte d'Ivoire qui a levé près de 2050 milliards de francs CFA dans le cadre de l'eurobond. Avec la normalisation de la situation politique en Côte d'Ivoire et la levée de l'embargo sur le diamant ivoirien, le ministère de l'Industrie et des Mines entend réorganiser le secteur de l'exploitation du diamant. Il vient de tenir une rencontre avec les acteurs du secteur. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal du RTI1. Commençons par le palais présidentiel où deux nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leur lettre de créance au président de la République. Ces ambassadeurs qui ont pris officiellement fonction ce vendredi viennent du Royaume-Uni et de la Turquie. On fait le point avec Viviane Aymer. Son Excellence Mark Bensberg est le 17e ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Côte d'Ivoire. Il prend officiellement fonction ce vendredi 25 juillet avec la présentation de ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara. Le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord connaît bien l'Afrique où il a passé plus de la moitié de sa carrière, servant dans 11 pays sur le continent, dont 10 au sud du Sahara. Le dernier poste qu'il a occupé avant son affectation en Côte d'Ivoire est celui de haut-commissaire de la Grande-Bretagne en Namibie. 17e ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Côte d'Ivoire, c'est la preuve de l'ancienneté des relations entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne, marquée d'un grand dynamisme au plan de leur coopération économique. La Grande-Bretagne occupe le rang de deuxième investisseur en Côte d'Ivoire avec des investissements dans les domaines de l'électricité consommée en Côte d'Ivoire, les mines, les secteurs du pétrole et du gaz. Dans l'autre sens, la balance commerciale de la Côte d'Ivoire en faveur de la Grande-Bretagne est significative. Elle s'élève à 40 milliards de francs CFA. Un partenariat économique que le nouvel ambassadeur compte approfondir. Les relations entre nos deux pays n'ont jamais été plus chaleureuses et Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire font partie d'un partenariat de prospérité qui a déjà duré quelque temps, mais que je ferai de mon mieux d'élargir et approfondir. Avant de quitter le palais présidentiel, son Excellence Mark Bensberg a reçu les honneurs militaires dus à son rang d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a aussi avec la Turquie des relations anciennes, même si l'ouverture d'ambassades réciproquement entre les deux pays remonte à une date assez récente. En 2009, la Turquie ouvrait son ambassade en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire ouvrait la sienne en Turquie en 2013. Son Excellence Madame Esra Demir est le nouvel ambassadeur de la République de Turquie en Côte d'Ivoire. Elle a présenté ce vendredi 25 juillet ses lettres de créance au président de la République. Son Excellence Madame Esra Demir était précédemment directeur général adjoint du département des affaires culturelles bilatérales au ministère des Affaires étrangères à Ankara. Le nouvel ambassadeur de Turquie a déjà exercé en Afrique en tant que 3e secrétaire d'ambassade à l'ambassade de Turquie à Dakar. Son Excellence Madame Esra Demir entre dans ses nouvelles fonctions de chef de mission diplomatique avec une grande détermination pour renforcer la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. La Turquie et la Côte d'Ivoire a des relations excellentes qui remontent loin dans l'histoire. Cette année, nous fêtons le cinquantenaire de la création des relations diplomatiques entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est notre premier partenaire économique en Afrique subsaharienne francophone. Et nous avons également beaucoup d'hommes d'affaires qui sont très intéressés à investir en Côte d'Ivoire.
et travailler en partenariat avec leur homologue ivoirienne. L'un des mes tâches les plus importantes, ce serait d'améliorer ou de porter beaucoup plus loin les accords économiques et commerciaux entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. J'aimerais bien développer les relations culturelles entre la Turquie et la Côte d'Ivoire et dans toutes ses dimensions, pas seulement l'art et la culture, mais en sens général, ça comprend l'éducation, l'enseignement, les relations entre les sociétés civiles. Et puis, j'ai vu que la Côte d'Ivoire a un très très grand potentiel dans le domaine du tourisme. Et j'estime que ce n'est pas suffisamment exploité jusqu'à aujourd'hui. Le cérémonial des honneurs militaires a sanctionné cette prise officielle de fonction. Et cette mauvaise nouvelle qu'on a prise donc aujourd'hui, l'épave désintégrée de l'avion d'Air Algérie disparu avec 118 personnes à bord a été retrouvée dans le nord du Mali et un détachement militaire français a été envoyé sur place pour sécuriser la zone. Aucun survivant après le crash. 54 Français, 28 Burkinabés étaient à bord de l'engin. Les autres passagers étaient originaires de plusieurs autres pays, dont le Canada, le Liban, l'Algérie. Les 6 membres d'équipage étaient espagnols. Le crash est dû aux mauvaises conditions climatiques. La Côte d'Ivoire fait donc parler également, exprime sa compassion par rapport à cette situation et le président de la République a adressé des télégrammes aux pays concernés. Il s'agit d'abord du président du Burkina Faso. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde consternation et une vive émotion que j'ai appris la tragédie qui vient d'endeuiller votre pays suite à la catastrophe aérienne qui a fait 116 victimes, dont plus d'une vingtaine de ressortissants burkinabés. La Côte d'Ivoire partage ce deuil aux côtés du peuple frère du Burkina Faso, profondément meurtri par cette tragédie. En ces instants tragiques, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre Excellence et au peuple burkinabé tout entier ma profonde sympathie et vous prie de transmettre mes condoléances les plus attristées et mes vœux de réconfort aux familles éplorées. En vous renouvelant ma sincère compassion, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération, signé le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et cet autre télégramme adressé à son Excellence, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec une immense émotion la nouvelle du crash dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 juillet 2014 au Mali du vol AH 5017 de la compagnie Air Algérie, causant la mort de 116 personnes de diverses nationalités. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour adresser à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère du Mali notre profonde compassion et notre solidarité. Je vous prie, votre Excellence, de bien vouloir transmettre aux familles des victimes mes condoléances les plus attristées en vous réitérant ma sincère sympathie. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute et fraternelle considération. Un autre télégramme adressé cette fois-ci à son Excellence Monsieur Abdel Aziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec une immense émotion la nouvelle du crash dans la nuit du mercredi 23 au 24 juillet 2014 du vol AH 5017 de la compagnie Air Algérie, causant la mort de 116 personnes de diverses nationalités. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour adresser à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère d'Algérie, notre profonde compassion et notre solidarité. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre aux familles des victimes mes condoléances les plus attristées. En vous réitérant ma sincère sympathie, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute et fraternelle considération. Et l'autre télégramme est adressé à son Excellence Monsieur François Hollande, président de la République française. Monsieur le Président, j'ai appris avec une profonde affliction la nouvelle de la disparition tragique au-dessus du Mali du vol AH 5017 d'Air Algérie, transportant à son bord 116 passagers, parmi lesquels
51 de vos concitoyens. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien et en mon nom propre, prier votre Excellence de recevoir nos condoléances les plus attristées et de transmettre au gouvernement et au peuple français et plus particulièrement aux familles endeuillées notre profonde compassion et le témoignage de notre constante solidarité. Très haute considération. Le dernier télégramme est adressé à Sa Majesté Felipe VI, roi d'Espagne. J'ai appris avec une immense émotion, Majesté, la nouvelle du crash dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 juillet 2014 du vol AH 5017 de la compagnie d'Air Algérie, causant la mort de 116 personnes de diverses nationalités, dont 6 ressortissants espagnols, membres de l'équipage de l'avion. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour adresser à votre Majesté, au gouvernement et au peuple espagnol notre profonde compassion et notre solidarité. Je prie votre Majesté de bien vouloir transmettre aux familles des victimes mes condoléances les plus attristées. En vous réitérant ma sincère sympathie, je vous prie d'agréer, Majesté, les assurances de ma très haute considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, on revient en Côte d'Ivoire et cette fois-ci au palais présidentiel. Le chef de l'État s'est entretenu avec le ministre gabonais de la Défense. Ce dernier vient de prendre part à la cérémonie de baptême des élèves officiers d'active et de remise d'épaulettes à la promotion Ali Bongo Ondimba de l'EFA. Il a parlé avec le président de la République de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Le témoignage est signé Jérôme Kofi Aboulé. Le ministre gabonais de la Défense en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la cérémonie marquant la sortie de la 44e promotion des élèves officiers de l'école des Forces armées de Côte d'Ivoire, EFA, promotion baptisée du nom du président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba. C'est à la suite de cette cérémonie qui s'est déroulée ce vendredi 25 juillet 2014 à Zambakro que le ministre gabonais de la Défense, en tant que représentant du président du Gabon, est venu saluer le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Une rencontre qui a été l'occasion pour les deux personnalités d'échanger sur les relations historiques entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Nous avons parlé de la coopération entre le Gabon et la Côte d'Ivoire et nous avons parlé aussi de la cérémonie qui m'a mené ici en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la sortie de la 44e promotion des élèves officiers de l'EFA qui porte le nom du président Ali Bongo Ondimba comme parrain. Donc nous avons fait un compte-rendu, mon collègue et frère et moi, au président Ouattara de cette cérémonie. Et nous avons fait état aussi de la coopération entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Pour le ministre gabonais de la Défense, le nom du président du Gabon attribué à cette promotion des élèves officiers est le signe que les relations entre les deux pays se portent à merveille. Passons à présent à la 12e édition des rendez-vous du gouvernement. L'invité du CICG, Centre d'information et de la communication gouvernementale, était la ministre chargée de l'économie et des finances. Sujet abordé, l'entrée remarquée de la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux, enjeux et perspectives. L'on note un succès éclatant pour notre pays, la Côte d'Ivoire, qui a levé près de 2050 milliards de francs CFA dans le cadre de l'eurobond. Les explications avec Jean-Jacques Ouamiala. Succès éclatant. C'est en ces termes que la ministre chargée de l'économie et des finances, Nialé Kaba, a qualifié l'émission de l'Eurobond 2014 émise sur le marché financier international par la Côte d'Ivoire. Et pourtant, en lançant cette opération en mai dernier, la Côte d'Ivoire recherchait 500 millions de dollars, soit environ 250 milliards de francs CFA sur le marché financier international. Mais les résultats obtenus dépassent les attentes. Le livre d'ordre, c'est-à-dire les demandes de souscription de l'opération, a enregistré à la clôture 185 ordres d'un montant total de 4 714,195 milliards, soit une sursouscription de près de 10 fois le montant de l'émission initiale. Le succès obtenu dans le cadre de l'eurobond vient couronner cette bonne trajectoire économique de notre pays. Je voudrais donc saisir cette occasion pour réitérer mes remerciements à l'ensemble des investisseurs internationaux pour la confiance qu'ils placent en la Côte d'Ivoire. L'opération est soumise à un taux d'intérêt de 5,625% par an,
remboursable sur 10 ans. Les conditions du succès de l'eurobond reposent sur les notations souveraines B et B1 données par les agences de notation internationales. Des notes qualifiées de bonnes pour une première notation souveraine. À côté de ces notes positives, la ministre Nialé Kaba a annoncé la poursuite des réformes. Objectif, maintenir la croissance forte et inclusive. Pour 2014, le taux de croissance attendu est de 10% contre 9,1% en 2013. Rappelant que l'eurobond, d'une valeur d'environ 250 milliards de francs CFA, recherché sur le marché financier international, s'inscrit dans le budget 2014. Il va permettre de financer certains projets d'investissement du PND, Plan national de développement, et d'apurer une partie de la dette intérieure de l'État de Côte d'Ivoire. Avec la normalisation de la situation politique en Côte d'Ivoire et la levée de l'embargo sur le diamant ivoirien, le ministère de l'Industrie et des Mines entend réorganiser le secteur de l'exploitation du diamant. Il vient de tenir une rencontre avec les acteurs du secteur. L'objectif est de leur permettre de mieux cerner les dispositions prises par le ministère de l'Industrie et des Mines afin d'harmoniser le secteur. Comment apporter un nouveau souffle dans le secteur du diamant après la levée de l'embargo en avril dernier? La question au centre d'une rencontre d'information et d'échange entre le ministère de l'Industrie et des Mines avec les acteurs du secteur diamantaire. Objectif, donner aux promoteurs des bureaux d'achat du diamant des informations utiles et nécessaires, mais surtout les instruire sur les bonnes pratiques d'exploitation selon le processus de Kimberley, processus qui consiste à promouvoir la transparence dans le secteur du diamant. Il s'agit de leur expliquer le cadre légal, c'est-à-dire qu'est-ce que la loi dit en matière de commerce de diamants. Nous rentrons dans une nouvelle phase. Tout cela sera fait dans la transparence. Les échanges ont permis aux participants venus de différents pays de s'imprégner et d'apprécier les dispositions qui visent à assurer la transparence dans tout le processus d'exploitation du diamant. Moi, je trouve ça très positif. C'est quelque chose de très bien et je pense que si ceci est mis en œuvre de manière correcte, l'économie ivoirienne, la population ivoirienne va en tirer quelque chose. Le gouvernement a une forte intention de rouvrir les comptoirs d'achat qui vont donner pas mal de travail au pays. La volonté du gouvernement de redynamiser le secteur du diamant permettra à la Côte d'Ivoire d'attirer de nombreux investisseurs et de créer plus d'emplois pour la population. L'étape prochaine sera d'inviter les promoteurs des bureaux d'achat à venir déposer leurs demandes d'agrément. Reportage réalisé par Thierry Boabi et Sidonie Davila. Ils sont plus de 1500 personnes touchées par les inondations dues aux pluies diluviennes dans le département de Grand Lao. Le gouvernement leur apporte son soutien. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant était sur place et ce ministère a fait des dons pour soulager les familles sinistrées, nous explique Gabriel Zani. Des maisons embouées, vieillies et abandonnées dans ce quartier de Grand Lao après le passage des pluies diluviennes. Les habitants du quartier ont eu beaucoup plus de chance. Ils ont été automatiquement recueillis par d'autres familles grâce à la solidarité mise en place par les autorités. 1523 personnes, dont 1244 à Grand Lao et 279 dans les villages à proximité de la commune, ont été touchés par les effets des pluies diluviennes. Les autorités ont prévu leur recasement. Nous avons demandé que les parents commencent déjà à se réorganiser. Nous-mêmes, en tant qu'autorité municipale, il y a des actions que nous sommes en train de mener pour aider dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux qui est en cours ici. Mais en attendant ces nouveaux aménagements, le gouvernement apporte son soutien à toutes ces personnes et à leurs familles d'accueil. Ce sont des vivres offerts par Anne-Désirée Ouloto, la ministre de la Solidarité. Nous sommes venus leur apporter la contribution du gouvernement pour une meilleure prise en charge de ces familles sinistrées. Je crois que très prochainement, les choses se stabilisant petit à petit, la vie pourra redevenir normale. Plusieurs autorités, notamment le ministre chargé de la Défense Paul Kofi Kofi, sont déjà venus à Grand Lao pour apporter le soutien du gouvernement. Les pluies diluviennes tombées dans la période du 30 juin au 5 juillet 2014 ont détruit 250 habitations selon l'Office national de la protection civile. Le 14 juillet dernier, le gouvernement, par le biais du ministre d'État, ministre de l'Intérieur
et de la Sécurité avait introduit 4 projets de loi auprès de l'Assemblée nationale, des textes pour renforcer les capacités des collectivités territoriales. Eh bien, ces textes viennent d'être définitivement votés par les députés en séance plénière. Le reportage de Léon Pro. Sauf non-promulgation par le président de la République de la loi introduisant dans le découpage administratif la notion d'entité territoriale particulière, désormais la Côte d'Ivoire compte des districts autonomes, au nombre de 2 à ce jour, les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. L'érection d'autres régions en districts autonomes ou entités territoriales particulières devra se faire progressivement, à la fois en fonction et des ressources de la région considérée et de l'intérêt ou la capacité de l'État à créer des pôles de développement. En tout cas, c'est le condensé du projet de loi portant orientation générale de l'organisation de l'administration du territoire de l'État. Il a été voté à l'unanimité des 234 députés ayant pris part à la séance plénière de l'Assemblée nationale ce vendredi. Cette loi abroge l'ordonnance de 2011 relative à l'administration du territoire, supprimant ainsi les 12 districts créés par la dite ordonnance. Son objectif, éviter les conflits de compétences en renforçant les capacités des régions et communes pour des réponses efficaces aux problèmes des populations. Comme elle, 3 autres lois, toujours dans le domaine de l'administration du territoire, ont été prises ce vendredi. Parmi elles, la loi portant mode de création, attribution, organisation et fonctionnement du district autonome qui fait de la personne du gouverneur du district une institution avec un rang de ministre protocolairement au-dessus du corps préfectoral. La saison de pluie est une période fructueuse pour les collecteurs de métaux. Dans des eaux usées, ils recueillent plus facilement leurs trésors qu'ils fournissent après aux ferrailleurs. À Yopougon, notamment, des enfants s'adonnent à ces travaux dans des conditions d'insalubrité, au péril souvent de leur vie. À la recherche de fer et de métaux précieux, ces collecteurs n'hésitent pas à descendre dans les caniveaux. Le circuit des ferrailles qui aboutit parfois à l'exploitation contient en amont des collecteurs de nage très précoces qui travaillent au péril de leur vie. En saison pluvieuse, le vaste caniveau allant de Yopougon-Sikoji au quartier d'Azito via Nyangon est parcouru par des gamins. Souvent, on trouve de l'or, l'argent blanc et du fer. Les eaux usées des quartiers, les déchets industriels, les résidus des ménages et les détritus de la nature sont passés au peigne fin par ces jeunes collecteurs sans mesure de protection. Des conditions de travail qui laissent à désirer. Ces bouteilles, boîtes et sachets traînés par ces eaux pluviales se retrouvent quelquefois dans les ménages par l'entremise d'autres collecteurs. La descente de ces gamins dans ce fossé est un spectacle époustouflant. Les receleurs plus âgés, postés dans les environs, sont à la fuite de la récolte de ces tout-petits. Ils disposent de dépôts et de balances. C'était à 50 francs, moi je vends à 75. Bon, une tonne fait 50 000. Bon, moi je vends à 115, bon, moi je gagne 25 000. C'est que si on se croit ici, comme ça, moi je suis un client aussi. Si tu as la chance, bah, tu dois avoir 500 000, 300 000. Bah, c'est on fait dans le tour. On gagne souvent le lot dedans. Si tu gagnes de l'or, ça dépend du prix que ça va faire. Tu vois, quand ça a pesé chez l'homme, ça dépend du poids. Il fait le poids, chaque poids à 11 000. Les receleurs sont généralement basés à proximité de ces vastes trous, non loin du centre de santé PMI de Yopougon-Sikoji, à la sortie du quartier Sikobois à Nyangon, au quartier Maroc, où les enfants perçoivent le fruit de leur travail suite à une pesée. Je me débrouille un peu, je ramasse un peu. Il y a les jours, je gagne 500, je prends pour mes 6 mois et je rentre ça à la maison. Si je gagne ramasser 200, je mets ça sur moi, je mets un petit à checker et les 500 qui sont sur moi, je mets dans ça à maman à la maison. Le lendemain, je me débrouille un peu, je gagne un peu, je économise pour payer mes habits, pour payer les chaussures. 500, mais garder à la maison. Ces points de stockage sont les postes de ravitaillement des ferrailleurs en provenance de la zone industrielle de Yopougon et à la ferraille à l'entrée d'Adjami. Si le secteur de la ferraille reste à améliorer, il convient de se pencher rapidement sur le sort de ces enfants dont l'âge et les conditions de travail sont incompatibles à cette corvée.
Et espérons que l'appel sera entendu. Le reportage était réalisé par Siaka Kone et Abou Sanogo. L'antenne régionale de la police des stupéfiants et des drogues de Mans vient de saisir plusieurs médicaments prohibés. Ils ont été interceptés à la frontière de la Guinée. Ces produits prohibés ont été incinérés par la police des stupéfiants et des drogues de Mans. Le témoignage de Thérèse Tapeyoboué. La lutte contre la criminalité pharmaceutique, lancée par les autorités ivoiriennes, connaît un succès dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les éléments des forces de sécurité basées aux frontières ouest viennent de faire une grosse saisie. Une patrouille de la police a intercepté un camion de 30 tonnes. Après dépouillement, il a été découvert 5 tonnes de produits pharmaceutiques prohibés provenant d'un pays voisin. Ces produits, jugés dangereux pour la population, ont été incinérés par l'antenne régionale de la police des stupéfiants et des drogues de Mans. Face à la porosité des frontières ouest, les forces de sécurité basées dans la région multiplient les patrouilles pour traquer et débusquer les éventuels contrevenants. Les autorités locales appellent à la vigilance de tous afin de mieux protéger l'économie et la santé des populations. 13 700 000 francs CFA, c'est la somme réunie par les élèves de Côte d'Ivoire pour soulager les malades du paludisme, de l'ulcère, de Bureli et du sida. Ce don a été fait à 3 institutions ayant en charge ces malades. Elles ont reçu en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le reportage d'Éric Ogoré est commenté pour vous par Serge Coléa. Une somme de 13 millions de francs CFA collectée auprès d'élèves de 31 directions régionales de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire pour aider les malades de Côte d'Ivoire. Pour la porte-parole des donateurs, Ouattara Mariam du Collège moderne du Plateau, ce geste est motivé par le sens de la solidarité et du partage. Les fonds ont été mis à la disposition des 3 structures bénéficiaires. Il s'agit de la Fondation Raoul Folero, de la Fondation Ariel Glaser et du Programme national de lutte contre l'ulcère de Bureli. Je suis consciente que la population jeune, dont nos élèves constituent la majorité, est victime des graves pandémies dont le sida, l'ulcère de Bureli et la lèpre. Il s'agit, à travers la promotion de la solidarité et du partage, d'inculquer à nos enfants les valeurs d'humanisme. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance aux élèves qui, par cet acte, contribuent à la prise en charge des malades. Au-delà de la portée philosophique de cette action humanitaire en faveur des enfants qui souffrent, vous êtes en train, Madame le ministre, de former le nouveau citoyen ivoirien. Celui qui saura compatir et partager avec les autres. Ce programme de solidarité et de partage a été mis en œuvre par la direction de la vie scolaire. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME vient de visiter le site du centre artisanal de la ville d'Abidjan. Jean Le Bion est allé s'imprégner des réalités de ce centre qui emploie 200 personnes. Le témoignage avec Francis Poifo. Des statues en bronze de porteuses d'eau Peul, des photographes et caméramans représentés à partir des bougies de voitures, des statues de colons européens, de reines-mères et de musiciens. Les artisans du Cava, centre artisanal de la ville d'Abidjan, ne manquent pas d'imagination et cela séduit les visiteurs. J'ai eu la chance de voyager dans plusieurs pays africains, mais je trouve qu'ici il y a vraiment un concentré de beaucoup de know-how, de capacité et d'art. Et donc je suis très contente de voir des pièces nouvelles que je pourrais donc avoir chez moi. Bien que le Cava attire les quelques visiteurs de par la qualité des objets fabriqués et exposés, beaucoup reste à faire pour sa promotion. Depuis la crise, les choses ne marchent pas bien. Les clients ne viennent pas. Si vraiment l'État peut nous aider à faire la promotion du centre et à réhabiliter aussi les box. Pour toucher du doigt les réalités du centre artisanal de la ville d'Abidjan, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Jean-Louis Billon, s'y est rendu. Il y a d'abord l'entretien du Cava et l'électrification de ce centre. La promotion du centre pour bien sûr donner plus de visibilité. Cette promotion peut se faire au niveau de l'aéroport, au niveau des hôtels, au niveau de la communication en général. Donc tous ces éléments-là sont des choses que nous prenons en compte.
pour y apporter des réponses adéquates. Situé en zone 3 dans la commune de Trècheville, le CAVA emploie environ 200 artisans. Il a été créé en 1991. 18e jour de l'offensive israélienne à Gaza, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé aujourd'hui à une trêve humanitaire entre Israël et Gaza. La trêve devrait durer toute la période de la fête du Ramadan, selon Ban Ki-moon, dans une déclaration faite à l'issue des rencontres avec le secrétaire d'État américain John Kerry et le ministre égyptien des Affaires étrangères. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de votre attention. À 23h, vous avez rendez-vous avec Hamza Diaby.